Le quartier des Grottes à Genève est connu pour être un lieu de lutte et de participation citoyenne. Depuis plus de 30 ans, des initiatives ont éclos partout dans le quartier. Parmi elles, Préambule, une association d'animation de l'espace public. Son but, c'est d'occuper les rues, les places, les parcs et les cours d'immeubles pour partager des lieux d'expérience avec les habitants et les habitantes du quartier, avec des vélos cargo comme principal outil de médiation. Pour découvrir ce quartier étonnant et toutes ses expériences, je vous propose aujourd'hui de suivre Didier Arnoux, animateur de l'association depuis sa création en 1996. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Didier Arnoux, bonjour. Bonjour Sylvain, voilà, bienvenue dans le quartier des Grottes à Genève, derrière la gare. Alors, merci de m'accueillir. Peut-être que je te laisse d'abord te présenter, puis nous expliquer un peu où on est. Puis on va Alors partir en moi, visite. je m'appelle Didier, je travaille pour l'association Préambule et j'ai eu la chance d'accompagner cette association depuis tout le début, à savoir depuis 1996. Donc peut-être pour tes auditeurs, on va dire 96. Donc effectivement, ça fait 28 ans, mais évidemment, je ne suis pas tout seul et j'ai été dès le début accompagné par des habitants et on réalise de l'animation socioculturelle. On fait partie du réseau des maisons de quartier et on présente la particularité de ne pas avoir de maison de quartier. Donc on a un ordinateur, des toilettes, du chauffage, mais on réalise la plupart de nos projets sur le domaine public. Et l'association s'appelle Préambule. C'était pas une vision, voilà, on l'a surtout fait par contrainte au début. On aurait une belle maison de quartier, on l'aurait occupée, on aurait fait plein de choses sympas. Mais juste, on est arrivé après les vaches grasses et donc il y avait un peu moins d'argent. Et moi, j'ai rencontré une poignée d'habitants qui se situaient entre deux grosses structures, le quartier des Paquis, plus proche du lac, et le quartier Aster-Servette, qui est un peu plus sur le haut. Et puis, ces habitants se sont dit, on habite dans quelques îlots, on paye aussi des impôts et on a le droit aussi d'avoir une structure. Et s'il n'y a pas de maison, c'est peut-être pas un problème. On va réfléchir à un projet qui s'inscrit parfaitement en cohérence avec tout ce qui existe déjà. Et comme on va le visiter, tu verras que c'est un quartier extrêmement dense en association, en expérience sociale, de par son histoire, qui est très, très étonnante, et de par le passé historique à Genève, qui a été très marqué sur la culture alternative dans les années 80-90. Donc, on s'inscrit un peu de tout ça, on nourrit de tout ça. Sinon, moi, personnellement, je devais pas du tout être dans le social, je devais plutôt être dans les mathématiques, puisque j'ai passé plutôt un bac scientifique et je me suis retrouvé au Polytechnique à Lausanne. Et là-bas, j'ai organisé 1000 manifestations et résolu 2 équations. Donc, c'était pas vraiment ma voie. Voilà. Et après, le monde du social et puis du domaine public, du bâtiment, puis de l'engagement, je l'ai découvert plutôt à Marseille dans le cadre de l'objection de conscience. Et j'ai passé 2 années avec les compagnons bâtisseurs, peut-être que tu connais, qui travaillent sur l'ARA, l'auto-réhabilitation accompagnée. Et là, j'ai passé 2 années de folie, quoi, vraiment incroyable, entre militantisme pour l'objection, la découverte de Marseille, très, très puissante, voilà, démassier à son système et de l'animation aussi. Et puis, venant de Genève, porté par une culture alternative, à Marseille, c'était vraiment absolument incroyable. Et donc, je suis revenu à Genève avec tout ce que Marseille m'avait donné. Et voilà, avec plein d'habitants, on a pu monter ce projet. Et puis, j'ai vite été rejoint par des collègues de travail animateurs que je t'ai présentés. Donc, on est une équipe de permanents de 4-5 personnes, mais on engage à peu près
80 personnes par année pour développer des projets sur le quartier. Donc, on aime à dire qu'on est une toute petite maison de quartier, mais la plus grande, quoi, puisqu'on est vraiment dans tout le quartier. On va le visiter, ce quartier? Alors voilà, nous sommes ici donc à l'îlot 13. Donc les grottes, le secteur des grottes, c'est plutôt un territoire composé de multiples îlots. Et donc les grottes, on finira par les grottes, le quartier des grottes proprement dit, derrière la gare. Ici, nous sommes plus dans l'îlot 13, qui a réagi un tout petit peu en retard. Hein. C'est-à-dire que les squats et tout, il y a eu plein de choses aux grottes, mais ici, ça s'est plutôt passé dans les années, on va dire, plutôt 85. Et là, tu es devant la maison des habitants qui, historiquement, accueille tous les lundis, depuis peut-être 30 ans, tous les lundis, des représentants d'immeubles qui composent ce quartier, qui est pas si grand, on va en faire le tour en 10-15 minutes, mais qui est entouré de barres de circulation assez importantes. Mais à l'intérieur, je te laisse deviner, il y a un aspect quand même assez sympa. Et on est Luca Pataronic, un sociologue suisse romand, nous parle de zones poreuses. À savoir on entre dans une zone où on ne sait pas si on est dans le public, si on ne sait pas si on est dans le privé. On est dans ces zones où on ne sait pas trop qui entretient. Mais voilà, c'est quand même bien bariolé, bien marqué. Donc, sur le devant, tu vas avoir la maison des habitants. C'est un lieu historique où a joué toute la scène alternative et les Parabellum et les Berruriers Noirs, enfin bien avant. Et depuis, c'est une salle de concert qui marche très fort aussi, assez spécifique comme programmation. Une buvette qui est actuellement fermée, mais là, il y a de très bons plats pour un prix abordable. Et en Suisse, un prix abordable, c'est 14-15 francs. Et ici, tu vas évidemment avoir des locaux communs et puis des ateliers. Sur la gauche, nous avons une première coopérative, c'est une coopérative d'étudiants. Donc, un système où ils permettent aux étudiants de s'organiser en association et puis de pouvoir habiter au centre-ville si tu es en mesure de justifier avec une carte d'étudiant, tu peux habiter de manière communautaire dans tous ces endroits. Et évidemment, ce système coopératif aussi, il y en a beaucoup ici, hein, soit des associations en bail associatif, en contrat de confiance ou en coopérative, permettent d'avoir un rez-de-chaussée qui est un rez-de-chaussée qui est accessible de par le fait qu'ils sont soit subventionnés, soit voilà. Donc tu peux avoir des artisans, tu peux avoir des commerçants, ça va vendre, voilà. Tu as quand même pas mal de. Qu'est-ce qu'on a là comme activité? Alors là, il y a des coursiers, là il y a des bijoutiers, il y a du tissage. Les coursiers, ils sont ici. Ici, c'est un des seuls magasins sur Genève qui vendent du tabac et des pipes. Voilà, ça s'appelle le Bois Fumant. Assez incroyable comme magasin, avec tu vois toute une collection de pipes incroyable. Et ici, des coursiers qui sont mis en indépendance. Et sur la droite, tu peux le voir. Alors, effectivement, il y a le budget, il sert aussi maintenant à protéger un petit peu les habitants. On a voulu des espaces conviviaux, sympathiques et tout, mais c'est-à-dire quand ça marche trop bien, il faut se protéger un peu. Ouais. Donc, quelquefois, il y a des barrières qui préexistent. Mais tu vas voir, ça va être truffé de lieux comme ça, un petit peu de cours extérieurs. Et tu peux venir manger ton plat du jour en passant par la petite cuisine. Et tu vois que c'est quand même assez sympathique. C'est assez calme et on est à vol d'oiseau à 100 mètres de la gare. Et voilà, ça c'est généralement ouvert et tu peux jouer aux boules derrière. Et quartier l'îlot 13, tu vas avoir beaucoup d'espaces communs. Donc, dans chaque structure, ça n'a pas été imposé par un plan localisé de quartier, mais tu vas avoir vraiment beaucoup d'espaces comme celui-ci qui s'appelle la Sigu. Tu vas sur Internet, tu as un agenda, tu t'inscris et tu vas payer 10 balles de l'heure et tu la réserves quand tu veux, quoi. Donc, c'est très simple, très réactif, ce qui fait qu'elle est en principe pas mal occupée. Et puis, dans le cœur de dans l'îlot 13, tu peux vivre avec un statut, soit de locataire, soit de propriétaire, soit de coopérateur, soit de membre d'une association, soit de squatteur. Enfin, tu peux multiplier, quoi. C'est quand même assez étonnant. Et on a de la propriété par étage. On appelle ça comme ça en Suisse, hein, c'est de la véritable propriété. Mais on peut dire que c'est quand même des gens qui savaient où ils allaient habiter. Donc, ils sont très investis dans la vie de quartier. Et donc, d'ailleurs, il y a 2 ou 3 personnes de mon comité qui habitent ici. Et là, on est dans la propriété. Mais néanmoins, tu vois qu'il y a quand même des espaces assez ouverts. On ira à la rue des Gares. Il y a de la propriété par étage et sinon, il y a de la location tout à fait classique avec un parc social assez marqué. On doit être à peu près à 70% dans les grottes et l'îlot 13, 70% d'un parc immobilier vraiment subventionné. Donc, ça institue une vraie mixité, un revenu médian assez bas. Et ça, c'est quand même pas mal du tout parce que quand on parle de gentrification, etc., c'est quand même pas mal du tout. Alors, tu disais que c'est pas planifié.
Oui. En tout cas, c'est pas, voilà, on n'a pas un plan directeur aussi Non. affiché que ça. Est-ce qu'on peut venir sur l'histoire singulière Alors l'histoire du lieu? singulière, alors je mets, enfin voilà, je suis Alors, pas un en grand version bref, hein, oui, en version Didier Arnoux, animateur socioculturel. On a en Suisse ce qui s'appelle la démocratie directe, donc on a des moyens de s'organiser, de se défendre, de s'exprimer. Voilà. Et en fait, ce quartier, il aurait dû être détruit. On est dans les années 60. Le quartier des Grottes est historiquement un quartier un peu en désuétude, un quartier ouvrier avec des immeubles un peu pittoresques, chauffage au bois et puis toilettes on appelle ça des allées, hein, toilettes communes, etc. Et donc en fait, vu qu'il devait être détruit, dans le prolongement des Nations Unies, etc., ils appelaient quartier insalubre, une verrue, etc. Ils ont racheté à tour de bras les immeubles, mais non pas pour les restaurer, non pas pour en faire quoi que ce soit comme projet, pour mieux les détruire. Ce qui fait qu'il y a l'État et la ville, surtout la ville, qui ont racheté les immeubles et qui évidemment, alors je fais des raccourcis dans l'histoire, mais qui les ont laissés en désuétude, on peut dire. Et la nature horreur du vide, autant de partout dans le monde, je crois, et du coup ces espaces ont été vraiment investis dans les années 70-80. Surtout sur les grottes, investis par les habitants, qu'on en fait des projets, et qui auront revendiqué, se sont battus finalement pour avoir sa rénovation. Et donc au final, tu vois qu'un immeuble comme ça, d'Île 13, a pu être occupé. Et après, entre un pragmatisme politique et puis la banque alternative ou d'autres banquiers qui avaient du flair, les habitants ont pu racheter l'immeuble, faire des plans financiers, rénover eux-mêmes avec les compétences. On a ici un architecte, on a des serruriers, les habitants se sont battus, ils ont occupé les immeubles, mais après ils ont pu les racheter. Et là, typiquement, c'est un peu le navire amiral. C'est vraiment cet immeuble-là, à côté d'un immeuble en propriété par étage. Mais ce qui fait que les grottes, eh bien, il y a un quartier, vu qu'il a été rénové et qu'il appartenait à la ville et à l'État, tu vas avoir à peu près en gros 3/4 qui est subventionné. Et ce qui fait que c'est un quartier extrêmement dense. Et en même temps, de par l'occupation qu'ont suscité ces immeubles vides, eh bien, il a été occupé par 1000 associations, 1000 expériences. Et tu as vraiment un réseau extrêmement dense. Quand on dit les grottes, c'est plutôt, on est connoté bobo, alterno et tout. Alors, il y a plein de bobos comme moi, il n'y a pas de souci, on est toujours le bobo de quelqu'un, mais qui a marqué vraiment ce quartier avec une grosse présence associative, beaucoup de réunions, beaucoup d'engagement, beaucoup de communautarisme, de communauté plutôt. Et puis avec des bistrots qui sont repris, agendés, des bagnoles qui sautent, et puis on va mettre du verre autour, ça va créer des lieux d'expérience, des lieux de discussion. Et en même temps, de la solidarité, parce qu'au travers de l'école, etc., on va pouvoir vraiment discuter, faire des lieux de rencontre. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les habitants. Donc là, tu vois, on est je t'expliquerai. Là, tu vois le contraste entre ce qu'on vient de visiter, puis ce projet immobilier qui a été fait dans la perspective d'une démolition du quartier. Et là, on a donc la gare. Et puis là, tu es en France, en fait. Hein. Là, ici, tu es en France, puisque pour arriver sur ce quai, tu dois passer la douane. D'accord. Tu l'as passé tout à l'heure. Ouais. Donc ça nous fait marrer, parce que la France, c'est juste là. Et puis, tu avais plein d'hôtels français, hôtel du Beaujolais, qui sont maintenant détruits, qui étaient de l'autre côté, hôtel de France, etc. Donc, il y a un fort lien avec la France. Ici, c'est le trait d'union. Tu disais que dans l'histoire du lieu, on retrouve des impacts aussi de ces formes de démocratie directe, hein, très spécifiques. Alors, oui. À la Suisse, c'est quoi? C'est les échecs de ces projets? Comment ça se passe? Alors, si tu veux, c'est des rapports de force, quoi. Mais en Suisse, évidemment, quand on n'est pas d'accord, on peut aller au bistrot et dire tous des pourris, etc. Mais on te donne les moyens de réunir des signatures et de déclencher un processus démocratique où tout d'un coup, suivant ton nombre de signatures, tu as un processus de votation. Et la votation, on appelle le peuple souverain et qui décide. Donc, tu n'es même pas obligé d'aller jusqu'au référendum ou jusqu'à l'initiative ou quoi que ce soit. Tu peux jouer le pouvoir de créer l'émotion avec 3-4 articles de presse. Et voilà. Et c'est comme ça que les grottes ont finalement été rénovées, malgré tout ce qui avait été prévu. Il y avait un plan directeur, c'était du Le Corbusier, mais je veux dire, il y avait un échangeur d'autoroute, il y a encore des plans complètement incroyables. Ça avait il y avait plus de bagnoles, mais tout le quartier était détruit et tout était bétonné. On avait les bagnoles dessous, et puis voilà. Alors, ça aurait pu donner quelque chose de sympathique. Mais là, ce que tu vois ici, là, devant tes yeux, t'as pas l'impression d'être dans un quartier. Quand tu dis qu'on est ici, à 100 mètres à vol d'oiseau de la gare Cornavin, c'est quand même assez improbable.
puisque tu vois que ces escaliers ne sont pas vraiment aux normes. Ici, on est dans le Thierry Paco, où tu sais, enfin, on est dans un lieu d'expérience. Des jeux pour enfants qui génèrent une expérience. Voilà. Enfin, on est dans quelque chose, tu sais pas qui fait quoi. Oui, Donc, ça donne ce côté assez bucolique, assez. Ici, alors typiquement, t'as un immeuble qui va appartenir à une grande régie, un grand groupe immobilier, et qui font du LUP, du logement d'utilité publique. Eh bien ici, dans le quartier de l'Hôtresse, ils ont juste pas pu faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, parce que dès le début, je sais pas si c'est contaminant ou pas, mais les habitants ont dit, mais nous, on n'est pas d'accord sur ce que vous allez faire ici, dehors, nous, on n'est pas d'accord. Et puis, il y a une superbe salle, nous, on est capable de faire la conciergerie, vous allez l'économiser, et nous, on va pouvoir disposer de la salle. Donc, ils se sont tout de suite organisés, et ils ont réalisé ce projet, ils ont choisi les pierres, ils ont décidé de faire un feu ici, de construire 2-3 bricoles ici, et puis d'entretenir comme ils peuvent. Et ça, voilà, on peut appeler ça un parc d'Astérix, parce que c'est quand même assez improbable que des immeubles comme ça, gérés par de grandes sociétés, tout d'un coup, plient devant la demande des habitants. Mais cette histoire de démocratie participative, elle a surtout joué dans le combat qu'on appelle le combat du collectif 500, à savoir que la gare, en fait, il y a à peu près 6-7 ans de ça, elle a un droit de péremption et elle devait s'étendre et non pas être souveraine, souterraine. Ouais. Elle a décidé de coopter la moitié du quartier. D'accord. Et elle avait décidé de détruire un bon tiers du quartier. C'était 500 personnes qui étaient touchées et la moitié du quartier était détruit, etc. Et nous ici, les CFF, nous on est plutôt pour mobilité, c'est du commun, c'est du transport. CFF, voilà. c'est l'équivalent de la C'est SNCF. de la SNCF. Et autant te dire qu'un groupe d'habitants contre les CFF, ça fait pas il fait pas le poids, quoi. C'est David contre Goliath. Eh bien, malgré ça, alors je vais te faire l'économie. Je pourrais te présenter à des personnes qui pourraient t'en parler pendant 2 heures. Ils ont gagné. Ils ont gagné, voilà, grâce aussi à une pièce maîtresse, quelqu'un qui était au fait, qui connaissait très très bien le dossier, et qui se sont aperçus que derrière cette volonté d'étendre la gare, il y avait aussi peut-être de juteux bénéfices à faire en termes d'immobilier et tout, quoi. Voilà, sur le camembert des actifs des CFF, c'est quand même l'immobilier qui était plus. Donc, je mesure ce que je dis. Voilà. En tout cas, les habitants se sont battus et ont contrecarré les projets des CFF. Et ça, c'est un fait d'armes assez glorieux, quoi. Voilà. Ouais, donc, ils ont sauvé le quartier. Il y a un peu les deux échelles donc, on a à la fois ces faits d'armes, comme tu dis, politiques, à une échelle large, l'échelle du quartier, etc. Et puis, des micro-espaces qui, au quotidien, sont gérés par les uns et les autres, bon an, mal an, avec des limites pas très franches entre le public, le privé, le collectif, le commun, etc. Ce qu'appelle Luca Pataroni des zones poreuses, quoi, et qu'on retrouve parce que justement, tout n'est pas institutionnalisé, et il y a un côté organique laissé comme ça, parce que de par le statut de ces immeubles, là c'est des coopératives, bail de confiance, bail associatif, on est coopératif, enfin voilà, on est dans quelque chose qui se cherche un peu, mais qui donne ce charme assez marche à cette menuiserie que finalement les habitants ont dit non mais nous c'est du patrimoine, donc la ville vous nous filez un peu de pognon et puis nous on fait les travaux, et puis bref c'est des arrangements avec la ville. Ils ont été assez pragmatiques, donc il y a une très très forte appropriation des habitants. Ils y habitent mais ils font plus qu'y habiter, ils y vivent et ils s'investissent. Alors ils s'engueulent comme partout, et moi je fais partie des personnages aussi, mais il y a des gens qui parlent tout le temps, il y a des engueulades, c'est pas mieux qu'ailleurs, mais par contre il y a un vrai lien, il y a un vrai véritable amour et il y a un véritable commun de par ces espaces-là. En tout cas, l'île Hôtresse, c'est assez marqué. Aux Grottes, c'est nettement plus public. Mais ça s'appelle la menuiserie. C'est les habitants qui ont rénové. Et là, on va y faire des cinémas, etc. Mais évidemment, ces abris, ils sont plutôt sympas. Donc, et ils intéressent plein de jeunes. Et donc, il y a plein d'activités ici. Et puis, voilà. Et moi, j'ai eu de la chance de travailler ici et je traverse ces espaces. Là, tu as les saisons qui vivent. Les impressionnistes, ils seraient très, très contents. Voilà, c'est quand même juste magnifique, quoi. Et c'est pas institutionnalisé. Par contre, si on se déplace ici, tu vas voir un espace, et ça, c'est des urbanistes qui avaient créé, évidemment, un immeuble, et ici, ils avaient mis cette espèce de tuyage, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, puis ils avaient fait une zone verte, du buis. Ouais. Et donc, ils avaient fait une zone verte prescrite, il faut du vert, ils ont mis du vert. Et au bout de 6-7 mois, les habitants ont arraché les bougies, et puis ils en ont fait un lieu de vie, quoi. Voilà. Mais tu vois la différence de programmation entre quelque chose qui part sur un bureau d'architecte avec une vue de haut,
et ce que peut donner un espace où tu fais confiance aux habitants. Ouais, une différence sur la programmation, mais sur l'architecture aussi. On voit bien Oui, quand même, ouais, tout à fait. on a une Absolument. architecture qui se cache, extrêmement normée, et à côté des grands balcons complètement ouverts. Moi, pour la petite histoire, c'est là où j'ai rencontré les premiers fondateurs de l'histoire de Préambule, Jean-Michel, Lydia, Magali Geneux, et dont deux habitants de cette coopérative. Et ça, si tu vas en Suisse, tu as toujours historiquement eu des coopératives plutôt corporatistes, des CFF, des policiers, enfin des ouvriers, etc. Là, on peut dire que celui-ci, il a à peu près 30 ans d'existence. Ça a été une des premières primo-coopératives à aller voir les banques et puis tout de quoi revendiquer une espèce d'accès à la priorité qui s'affranchisse du marché, quoi. Et donc ce système coopératif en Suisse, tu vas être propriétaire de parts sociales, mais tu vas pas jouer sur la spéculation. Tu te dégages du marché, et après avec ce système de prêt, en fait tu vas rembourser ton prêt sur 100 ans, autant que sur ton bail amphithéotique. Je crois que c'est le mot, voilà. C'est ça. Et donc, en fait, ce qui fait que tu vas payer tes charges, tu vas rembourser ton prêt très, très peu cher. Donc, tu vas travailler sur un plan financier qui va te permettre d'habiter au centre-ville avec des gens. Et puis, évidemment, tu vas travailler sur le commun, sur la terrasse, sur l'espace vélo, etc. Mais c'est du boulot. Donc, voilà, cet immeuble, je pense qu'il y a des gens qui ont dû y travailler 10, 15 ans, qui se sont engueulés. Enfin, voilà, ces gens, ils sont très, très bien là-dedans, mais ils le méritent amplement puisqu'ils ont vraiment bossé comme des dingues. Et les appartements, c'est un truc de dingue. Ils sont très, très beaux. Ils sont grands. Ils sont lumineux. Et voilà. Et après, au niveau des coopératives, les gens vieillissent. Donc, il convient maintenant que ça tourne un peu. Voilà. Et là, ça crée d'autres défis, quoi. Et donc ici, nous, tu vois, encore une place sur laquelle tu peux faire du cinéma, tu peux jouer au boule. Nous, on a fait des fêtes en veux-tu, en voilà. Là-bas, on a fait des cinémas, des marchés, des trucs comme ça. Et tu vois, c'est pas un grand espace, mais tu as vu la richesse et la densité d'expériences possibles. Et la diversité aussi de ces espaces-là. Donc, tout à fait. Il y a moyen de faire. Dans un quartier comme ça, il y a beaucoup de communs, mais est-ce qu'il y a un collectif? Est-ce qu'il y a une forme de gouvernance, une forme d'organisation? Oui. Tous les lundis, c'est informel. Il n'y a pas de statut, il y a même pas d'email qui est envoyé. Ça, c'est quand même assez costaud. Il n'y a pas d'email qui est envoyé. Et ils tiennent à ça. Il y a des classeurs et tout. Mais tous les lundis, simplement, ils se voient à la buvette. Et nous, on y est allé aussi. Évidemment, on s'est présenté, on a fait allégeance, etc. Mais voilà. Mais voilà, ça tchatche, ça discute, ça s'engueule, ça se réconcilie et ça avance. Mais c'est au travers d'une simple réunion instituée tous les lundis. Une vision assez marquante. Tu vas voir le décalage entre les grottes qui avaient été programmées pour être détruites avec un grand projet et un immeuble qui est complètement en cohérence avec ce projet-là. C'est celui-ci. Ouais. Et t'imagines, c'est un cas d'école en termes de programmation. Ici, tu as des petites fenêtres avec des petits volets, puis en face, tu as des rambardes de 3 tonnes le mètre, quoi. Oui, on perd le repère au sol et on se retrouve sur un urbanisme sur dalle. Voilà, ok. Et qui se monte. Tout à fait. Avec l'église évangéliste qui est là, remplie un peu pas mal d'espace à droite à gauche. Et puis la poste, maintenant, elle est juste minuscule. Juste toute petite, minuscule. Elle est ici. Et puis voilà, il y a beaucoup de tertiaires par ici, quoi. Voilà. Et donc là, ça n'a plus rien à voir, tu vois, de l'échelle à laquelle on passe à ici, quoi. C'est quand même assez troublant. Ici, tu as un des seuls lieux dont on a à disposition. Il est ouvert depuis 2004, depuis que Jacques Chirac parlait de la fracture numérique. Je peux te le montrer, ça s'appelle le Tamagotchi. Donc, il est ouvert depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, il y a des ordinateurs ici. Donc, à l'époque, il y avait un ordinateur pour 3 familles en 2003-2004. Et maintenant, il y a plutôt 3 écrans par ado, quoi. Voilà. Donc, autant te dire qu'ils viennent pas ici pour les écrans. Ils viennent ici parce qu'il y a Didier, parce qu'il y a Deb, parce qu'il y a de la vie, parce qu'on fait des hot dogs aux légumes et on fait des gaufres et on fait plein de choses et on les engueule et puis on est bien. On est bien. Donc, c'est un lieu privilégié. Pourquoi? Parce que là, tu as le cycle qui est ici. 900 élèves qui sont là. Donc, ça, c'était nos anciens bureaux. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas du tout de bureau. Là, il y avait une mezzanine. Et puis, tout était plutôt pourri. Et puis nous, on a tout repeint. Il y avait encore un autre projet. Ouais, on est sur un centre socioculturel de 20 mètres carrés, quoi. Ouais, exactement. D'hyper proximité. Donc, c'est le seul lieu qui est sous clé à Préambule. La gare, et puis il y a cet espace improbable sur lequel on a orienté des jeunes il y a à peu près 7 ans. On savait que la magistrate venait sur une conférence sur le bien vivre ensemble, etc., avec des caméras et tout. Puis nous, on a joué un peu de ça.
Et il y avait plein de jeunes qui skataient en fait sur le cycle. Et nous, l'animateur Quand tu dis socioculturel, le cycle, c'est le lycée. cycle, En fait. ouais, C'est ils appellent, c'est plutôt un collège en France, D'accord, voilà, parce que là, on serait dans du 12-16 ans. un gros établissement scolaire. C'est un gros établissement qui a été primé architecturalement parce qu'il a libéré beaucoup de surfaces de déambulation en proposant un toit accessible. Un stade C'est sur le grâce à toit. ça, tout à fait. Ouais. Et en gros, nous, en tant qu'animateurs, on discute autant avec le concierge qu'avec le directeur et qu'avec avec tous les acteurs du quartier, quoi. Et on connaît aussi les gamins. Et un concierge qui se plaint des skateurs et que la directrice aussi, on en fait quelque chose. Et tout d'un coup, on savait qu'il y avait un projet qui était possible ici, qui n'a pas joué, qui s'est échoué dans la presse pour des raisons de montage financier. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui est possible. Et de par ce fait, on a approché les jeunes. Ils sont allés voir la magistrate, 3 caméras, 2 articles. Ils ont fait une pétition et puis à l'unanimité, elle a été acceptée. Donc, on va avoir un grand skatepark ici. Donc, du coup, on va minéraliser un peu, mais un skatepark sympathique avec. D'accord. On continue voilà. de jouer à la ouais. fois de l'opposition, mais du dialogue. Donc là, si tu veux, on vient de quitter l'îlot 13, on arrive au parc des Cropettes. Et donc avec son identité propre et c'était vraiment la maison mère de tout ce mouvement squat, on peut dire, puisqu'il y avait à peu près, je sais pas, à peu près une quarantaine de lieux, assez fort dans les années, avec un pic en 1993. Vraiment, c'était assez fort. Hein. Et puis ça, c'est l'îlot 13 et que tu vois, nos bureaux sont là, à côté de la buvette. On dira pas que c'est vraiment les bureaux les plus accessibles, parce qu'on est quand même connoté très îlot 13. Ouais. Mais néanmoins, à ce quartier, on lui doit beaucoup et on va pas s'en plaindre. Alors là, on arrive dans un superbe parc, pas très grand, mais proche d'une école, tu vois. C'est le parc des Cropettes qui nous a vu naître, en gros. On a fait nos premières interventions. Et donc là, ce parc, tu vois, en principe, il y a plein de blagues qui sont ici, qui sont super sympas et qui au début effrayaient un peu tout le monde. Et puis finalement, ils participent plutôt à la sécurité du projet. Ils sont tout le temps là, ça boit des coups, ça fume, ça discute. Mais ils font vraiment partie du paysage et c'est quand même assez cool puisqu'ils sont vraiment super sympas. Et là, ici, il y a surtout un grand festival de jazz qui a lieu. Et puis, ce que j'ai envie de dire, regarde, tu vois là, ici c'est un préau, donc tu vois des grilles, mais il faut savoir qu'ils sont tout le temps ouverts ces préaux, ils sont tout le temps accessibles. Là-bas, t'as pas de grille, et ça c'est quelque chose en français, moi, qui m'a vraiment étonné. Le préau de l'école qui est là. Le préau, on pourra passer. Ouais. En fait, ils sont tout le temps ouverts. Donc ça, c'est vraiment un point extraordinaire à Genève, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment inclusifs ces préaux. Voilà. Mais par contre, tu vas trouver 3 bouteilles de vodka, de petites seringues, et on aura bien vite d'avoir 2-3 articles dans la presse et de fermer les préaux. Ouais. Pour nous, c'est un échec puisque les préaux, évidemment, soit pour les jeunes, pour le public allophone, pour les parents, c'est vraiment un lieu de rencontre et on a voulu garder ces préaux. Donc, nous, on a créé le projet non pas préambule, mais préobule, un petit jeu de mots, et on intervient avec 2 triporteurs que je te montrerai d'animation de préaux. On est en contact avec les gamins. On leur propose des jeux, des tapis, on investit les salles de gym, mais on anime un peu ces préaux de 4 à 6 en tournus. Une fois ici, une fois de l'autre côté. Parce qu'il y a 2 grandes écoles. Ce travail-là quelque part d'occupation de ces espaces, d'animation, mais pour occuper, c'est aussi un travail pour gérer des formes de cohabitation, de coexistence, faire que ces lieux communs, ils marchent, ils fonctionnent, ils soient pas... comme tu le dis, neutralisé parce qu'on a un début de dérive et donc on ferme tout. Ça, vous le faites au titre de l'association pour faire vivre le quartier. C'est une fonction publique qui a une mission par la collectivité. Alors, on a beaucoup de chance parce qu'on a des moyens déjà. On est bien subventionné. Nos salaires sont payés en grosse partie par l'État et la ville et notre budget de fonctionnement aussi. On a très peu de valeur locative puisqu'on fait des choses sur le domaine public. Donc, c'est des factures pro forma. Mais si tu veux, la ville et l'État, Genève, depuis les années 60, font confiance à la gouvernance associative pour gérer l'animation socioculturelle avec de la souveraineté associative et de l'expertise d'usage. Ils font confiance aux habitants pour gérer des 500 000 francs suisses, des 1 million de francs suisses. Voilà, Donc, on rend des comptes, on rend des rapports d'activité, on est suivi au travers de contrats de prestation, etc. Attends, et voilà. Alors là, tu vois la guinguette qui est conduite par Faris, qui est très ancienne, celle-ci.
voilà, qui nous sert de bistrot. Il y a un superbe thé Donc à là, la c'est un menthe, etc. triporteur, Ça, c'est bistrot, en fait. Triporteur bistrot, tout à fait, avec son petit lavabo. Tu fais ta petite vaisselle. Il y a tout qui est petit, mais c'est chouchou. Mais lui, tous les gamins de 30 ans, ils le connaissent, puisque celui-ci, il a 26 ans, ce triporteur, Donc, 26 ans. mais si on reprend, on part du triporteur. C'est un triporteur qui vend à boire, etc. aux C'est prix gamins. libre. Enfin, c'est prix libre, etc. Il y a évidemment pas d'économie derrière. Avec quelqu'un qui fait partie de l'association, fait partie du périmètre de l'association et qui donc bénéficie de ce financement public pour être présent, occuper, animer les lieux. Alors, les triporteurs, c'est un des projets parmi 30. Voilà. Mais c'est historiquement, c'est vraiment notre vitrine. On a commencé par ça. Moi, j'ai pu commencer par un atelier de réparation de vélos. Mais si tu veux, tu as l'État et la ville qui font vraiment confiance aux associations pour gérer du personnel, pour gérer des subventions. Et là, ils sont vraiment souverains. Donc, on a beaucoup de liberté. Ce qui fait que nous, on a tendance à dire qu'on fait quasi de l'animation tactique, quoi. Parce qu'on peut venir avec ces triporteurs, on en a 12, on peut créer des fêtes, des choses comme ça. Si on n'a pas de triporteur, on fait autre chose. Mais on peut intervenir de partout. Mais ça peut être sur tout le commun. Ça peut être dans les parcs, les cours intérieurs, ça peut être dans des caves. On a fait des tunnels de la peur. Ça peut être sur les toits. Ça peut être vraiment partout, tout là. Mais donc on a plusieurs aspects. Tu insistes sur cette confiance de la collectivité du public dans des associations pour gérer, faire le job. Principe de subsidiarité, y compris avec des niveaux d'investissement, des niveaux financiers qui sont significatifs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'être présent et d'animer les espaces publics, c'est-à-dire que c'est pas juste une gestion et du nettoyage, c'est bien de l'animation et une présence humaine sur l'espace public pour éviter la dérive. Et ça va plus loin, c'est que c'est pas que l'espace public. Non. Vous intervenez sur l'espace public, mais sur l'espace commun, sur l'espace privé, sur les toits, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup, et on a beaucoup d'auditeurs français là qui nous écoutent, il y a quand même beaucoup de transgressions là par rapport à cette répartition publique-privée qu'on va trouver en France extrêmement étanche. Ah, peut-être, oui, tout à fait. Par rapport aussi à une culture de gestion minimale de l'espace public. Là, on est vraiment sur une question d'animation, un travail social, alors on va dire communautaire au sens premier du terme. C'est la communauté qui gère Absolument, tout à fait. Et une occupation des lieux dans un territoire, faut pas se leurrer non plus, dans un territoire sur lequel, si le lieu n'était pas occupé, les dérives pourraient arriver relativement vite. On est au cœur de Genève. Oui, tout à fait. Il y a des enjeux sociaux, des tensions sociales dans le quartier aussi. Ça nécessite d'être géré. Mais justement, par l'occupation, c'est pensé. On le gère par l'occupation et on va maintenir les liens sociaux. Et puis nous, on a à cœur de dire qu'on utilise des outils de médiation, des prétextes. Moi, je me verrais pas aller avec une casquette, me transformer en jeune et dire c'est cool, je comprends ce que tu ressens, etc. Donc nous, on intervient sur le domaine public, mais qu'avec des outils de médiation et des prétextes. Qui dit prétexte dit contrainte. Et ça peut être une fête de quartier, ça peut être tout à fait classique, mais nous, on va y donner du thème, quoi. Ça peut être du cirque, ça peut être du cinéma, ça peut être de la réparation de vélos, et ça va être quelque chose qui nous contraint. Donc nous, notre boulot, c'est de s'entourer de gens passionnés, parce que ces outils de médiation, que ce soit le cinéma, le vélo, le cirque, ou des fêtes culturelles, ou des projets de théâtre de rue, d'action, avec ces entresorts. On a beaucoup bossé avec Nantes, on a bossé avec Brest, voilà. Tous ces outils de médiation culturels, on va les respecter parce qu'on va s'entourer de personnes passionnées. Mais vu qu'ils ont une passion et qu'on respecte ces outils de médiation, eh bien, ils vont créer de la rencontre, de l'intérêt. Donc, au début, c'est un peu gratuit, on s'est un peu méfié de nous, mais par contre, ça suscite de la chat, de la rencontre, de la discussion, ça maintient cette cohérence, quoi, voilà. Et puis, ça nous permet à nous, évidemment, pour peu de moyens, de développer des projets complètement incroyables. C'est-à-dire que dans le sens où c'est super léger, on va pas avoir de gros dossiers d'autorisation. On vient à partir de vélo, on s'accroche et puis on repart. Donc, c'est vraiment assez malin, quoi. On est dans des petites opérations un petit peu. C'est du tactique, on peut tout à fait, voilà. Mais ça, au service du quartier. Et il y a une vraie souveraineté puisque on est financé finalement. Je dis la ville et l'État, mais finalement, c'est les impôts des habitants qui vont financer ça et c'est un juste retour. Mais on fait pas que ces actions-là, on va aussi faire du service, on va faire du centre aéré, on va faire des camps, on va vivre vraiment des choses. Et là où on est privilégié, c'est que nous allons travailler, je t'ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait côtoyer. Moi, j'ai pu côtoyer dans les années 96-97
une jeune fille qui s'appelle Nola, voilà, et puis elle était en couche-culotte à côté du premier triporteur de l'histoire de Préambule, devant Péclo 13 qu'on visitera, et maintenant elle est aux commandes, elle est aux commandes de l'association Préambule. Donc on a aussi cette possibilité d'être complètement plugué dans le quartier à long terme. Donc on s'affranchit des échéances électorales à partir du moment où on fait bien notre boulot, qu'on rend bien nos comptes, parce que c'est de l'argent public, et on va aussi suivre les générations. Donc en ça, quand tout d'un coup il y a des projets de concertation, d'urbanistes, de designers, de politiciens qui peuvent collaborer avec nous, on est un formidable intermédiaire auprès de la population. Donc là, on vient de traverser la rue, on est rentré dans le parc, Alors on a là, traversé le parc, tout à et on fait. se retrouve là On est dans la cour de l'école, Voilà. sans avoir poussé un portillon. Non, et sans passer sous un détecteur d'armes ou quoi que ce soit. Donc les préaux, tu peux tout à fait les investir, et ça c'est vraiment précieux. C'est assez troublant. Je pense que c'est l'institution qui fait confiance, quoi. Et c'est tout d'un coup intégrateur. Surtout, tu imagines ça pour le public allophone, les mamans. Bon, c'est très très bien que les APE, l'association de parents d'élèves, et puis le point de rencontre permet une grande socialisation dans les villages, mais dans les villes aussi. Et là, voilà, tu peux vraiment venir jouer au foot avec ton gamin. Voilà. Et quand tu es ado, tu reviens aussi à l'école techniquement. Donc il y a quand même plein de choses qui se sont passées, et on trouve ça plutôt sympa. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps, pour cette visite. Merci à toi. Merci. Et à très bientôt. À bientôt.